Bonjour, bienvenue à cette table ronde où nous devons réfléchir sur deux crises majeures, on peut même dire crise majeure du continent actuel, la crise des Grands Lacs et la crise au Sahel. Alors nous avons un panel riche aujourd'hui, nous serons avec vous pour débattre dans un premier temps. Alors ce que je propose, je laisse tout le monde mettre d'abord son dispositif de traduction, tout va bien? It's okay for you? It's okay? Ok. Donc moi je me présente, je m'appelle Ousmane Diaye, je suis journaliste, j'ai été longtemps chef du service Afrique de TV5 Monde, correspondant au Sahel entre autres. J'anime cette table ronde. Alors ce que je propose, tout simplement, comme on est un peu nombreux et que nous n'avons pas beaucoup de temps, je propose deux tours de table, une première prise de parole où l'idée c'est de donner votre analyse de la problématique et ensuite un deuxième tour de parole pour donner soit vos propositions, soit vos perspectives. Alors l'idée c'est une prise de parole à peu près, hein, le temps est très court, on sera sur 3 minutes par prise de parole. Alors, exceptionnellement, je vais commencer avec le ministre Zahabi, ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, parce qu'il doit nous quitter en vol. Donc, si vous le permettez, je commencerai bien avec le ministre. Monsieur le ministre, comment appréhendez-vous la problématique ? Gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc vous connaissez très bien la problématique de la crise du Sahel. Merci bien et bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs qui sont présents. Effectivement, sur le Sahel, je pense qu'avec tous les éminentes personnalités qui sont là, je crois qu'on a vraiment des grands connaisseurs de la problématique du Sahel. Mais si on doit parler aujourd'hui du Sahel, ou bien ce que moi j'appelle la zone sahélo-saharienne qui s'étend de la mer Rouge jusqu'aux côtes de l'Atlantique, les problèmes sont pratiquement identiques dans tous ces pays, bien que chaque crise a ses spécificités. Mais si vous regardez tous ces pays, qu'est-ce qu'on a? On a des rébellions, l'insécurité, l'instabilité des pouvoirs, l'expansion du terrorisme et puis un recul de la démocratie avec des régimes, des coups d'État et aussi surtout parce qu'il y a un drame humanitaire qui se passe dans cette zone, même s'il est occulté par ce qui se fait à Gaza ou ailleurs. Quand vous regardez un pays comme le Soudan, aujourd'hui le Tchad, tous ces pays et le Mali, c'est des populations entières qui se déplacent à la recherche simplement de la sécurité. Donc la sécurité devient une denrée rare et les gens se cherchent et les solutions, on n'en voit pas tout de suite parce que en réalité, c'est des conflits complexes avec beaucoup de paramètres qui s'ajoutent les uns aux autres. Paramètres politiques, paramètres culturels, paramètres religieux. Et quand on parle du Sahel, quand vous demandez où est la solution, beaucoup de gens vous disent il faut peut-être encore quelques temps pour qu'on puisse voir le bout du tunnel. Alors je peux me limiter à cette introduction. Excellence, je vais vous pousser un peu. La question qui est posée ici, c'est chaos ou résilience. Est-ce qu'on est dans une situation de résilience ou est-ce qu'on est un peu proche du chaos? Bon, la résilience, de toutes les façons, les populations font preuve de résilience parce qu'elles n'ont pas d'autre alternative. Quand vous regardez ces populations qui cherchent simplement, comme je l'ai dit, à trouver un endroit où se sécuriser pour pouvoir survivre en attendant que la tempête passe.
Mais quand est-ce que cette tempête va passer? C'est ça la grande question. Merci, Son Excellence Zahabi Ould Sidi Mohamed, ancien ministre des Affaires étrangères du Mali. Alors nous avons l'honneur aussi d'avoir avec nous l'ancien Premier ministre de la République centrafricaine, Son Excellence Martin Ziguélé. Alors la Centrafrique a la spécificité d'être au milieu, comme son nom le dit. Donc vous êtes un peu Sahel, un peu Afrique centrale, donc un peu Grand Lac. À partir de cette position stratégique, comment voyez-vous ces deux conflits qui s'inscrivent dans une durée très longue et qui inquiètent, y compris en Centrafrique d'ailleurs? Oui, je vous remercie. Effectivement, la République centrafricaine est un pays enclavé, vraiment au cœur de l'Afrique, équidistant du Cap et du Caire, équidistant aussi de la Corne de l'Afrique et du Sénégal, c'est-à-dire vraiment au cœur de l'Afrique. Nous n'avons pas volé ce nom-là. Et nous avons donc 6 pays frontaliers et beaucoup de pays qui nous entourent ont connu ou connaissent des situations difficiles. Donc, le problème des crises dans la culture politique centrafricaine, dans notre histoire, ce n'est pas de la littérature, c'est ce que nous vivons comme conséquence. Nous vivons comme pays en absorbant un peu comme une éponge des crises qui se sont succédées au Tchad, dans les 2 Soudans, un pays qui s'est divisé, comme vous le savez, et puis au Congo démocratique. Aujourd'hui, nous avons une période d'accalmie en Centrafrique, c'est-à-dire que la paix, il n'y a pas de guerre, la paix est revenue dans une grande partie du pays, on peut circuler, etc. Mais vous savez que lorsque vous êtes au centre d'un continent, vous êtes comme le cœur. Lorsque vous avez une aiguille qui vous pique le doigt, vous le sentez également au cœur. Donc ce qui se passe au Sahel, comme ce qui se passe dans les grands lacs tout proches de nous, sont des préoccupations essentielles. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les pays africains qui ont un poids diplomatique certain, je pense au Maroc, je pense à l'Égypte, je pense à des pays comme l'Afrique du Sud, je pense à l'Angola, je pense que ces pays-là doivent constituer, parce qu'elles sont loin des zones où elles n'ont pas d'intérêt direct dans les pays en crise aujourd'hui, que ce soit au Sahel, que ce soit d'ailleurs en Libye, où il y a un gouvernement d'union nationale qui a été mis en place par un vote de l'Assemblée nationale libyenne et qui a des difficultés aujourd'hui à asseoir sa légitimité, que ce soit dans les pays du Sahel, les 3 pays frères du Sahel, qui pour moi sont des pays frères parce que j'ai autant d'amis au Mali qu'au Niger, qu'au Burkina, en Guinée et en Guinée-Bissau, et donc nous vivons dans notre cœur, dans notre chair, les soubresauts dans ces pays-là. Je disais qu'il faut qu'il y ait comme une équipe, un groupe de contact de ces pays africains qui ont une diplomatie active et qui ont de la crédibilité diplomatique pour essayer de booster les solutions à ces crises-là, que ce soit en Libye, que ce soit dans les pays du Sahel, que ce soit dans les pays du Grand Lac. Pourquoi je parle de Libye? Parce que vous savez tous que la déflagration, comme a dit Amadou Toumani Touré à l'époque, quand il y avait les premiers incidents au Mali, il a dit, mais ce qui se passe en Libye, et le président Issoufou au Niger aussi l'a répété, il dit ce qui se passe en Libye, nous allons en vivre les conséquences. Aujourd'hui, tout le monde voit ces conséquences-là, jusqu'au Soudan d'ailleurs, et il faut éteindre le foyer en Libye, il faut arriver à une solution de paix, reconnaître la légitimité des instances élues, parce que c'est ça aussi le combat de l'Afrique, faire en sorte que ce que, par exemple, entre le Congo démocratique et le Rwanda, ça soit les États-Unis qui dictent une conduite et qui dit voilà comment vous allez faire, vous allez faire comme ci, comme ça, je vais fixer une date, vous allez venir et vous allez signer le papier et après vous allez rester tranquille. Donc ça, je préfère que ça soit une initiative qui vienne de l'Afrique et comme je le disais, d'un quator ou d'un groupe de contact de pays africains. J'ai oublié de citer le Sénégal parce que le Sénégal aussi a une grande influence et une grande expérience des questions diplomatiques de ces régions-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre Ziguélé. Vous faites la transition parce qu'à côté de vous, nous avons Léonard Chiutondu
qui a été pendant longtemps ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, donc qui s'est longtemps occupé du dossier du conflit à l'est du Congo. Je vous passe la parole. Déjà, une réaction à ce qu'a dit Excellence Ziguélé, cet accord sous l'égide des États-Unis, est-ce que c'est un signe pour sortir du chaos ou bien le cycle va encore continuer? Je rappelle que le cycle des conflits au Grand Lac dure depuis le génocide des Tutsis au Rwanda. Oui, mais merci d'abord pour cette opportunité qui nous permet effectivement de peut-être mieux expliquer la situation qui prévaut actuellement dans le Grand Lac, où la guerre opposant le Rwanda à la République démocratique du Congo domine l'actualité. J'aurais voulu effectivement que ce soit, et d'ailleurs même dans la relation internationale, vous savez très bien que c'est le principe de subsidiarité qui prédomine. C'est-à-dire qu'avant que l'affaire ne soit réglée par la communauté internationale, particulièrement par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a failli, c'est le cas de le dire. Tous les efforts qui ont été déployés n'ont pas pu permettre à ce qu'on sorte de cette crise, cette guerre dont la République démocratique du Congo est victime de la part de son voisin, le Rwanda. Et c'est pour cette raison qu'il y a d'autres initiatives qui sont nées, notamment celle qui consiste en la médiation de l'émir du Qatar et dernièrement le président Trump, le président américain. C'est ça, au fait, le véritable problème. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Congo aujourd'hui, qui aurait pu être parmi la locomotive de l'Afrique, au moment où nous prétendons à l'émergence de ce continent, que l'on dit être l'avenir actuellement du monde, nous sommes en train de vivre une véritable distraction de la part du président rwandais, qui occupe 2 provinces importantes de la République démocratique du Congo. Alors, la solution n'a pas pu être trouvée au niveau africain, et c'est pour ça que le Conseil de sécurité a repris les choses en main, et ce Conseil de sécurité a finalement pris une résolution importante qui a été votée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, et cette résolution constitue la feuille de route, la véritable boussole pour venir à bout de cette guerre qui oppose la RDC au Rwanda, parce que la solution militaire a été exclue. Tout simplement parce que nous sommes dans une région sensible où s'est produit en 1994, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un génocide, mais en même temps aussi, en République démocratique du Congo, il y a eu à peu près 10 millions de morts depuis que cette crise a commencé. Donc nous ne voulions pas ajouter des morts aux morts et qu'il fallait absolument trouver une solution politique et diplomatique plutôt que d'opter pour l'option militaire. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors pour le reste, concernant l'articulation de cette résolution qui constitue la boussole pour le règlement du conflit, peut-être qu'on reviendra par la suite pour que je vous donne les détails. Merci, Son Excellence Léonard Shi Okitundu. Alors, la Libye est un acteur majeur des conflits au Sahel depuis de très nombreuses années, hein, et dans une moindre mesure, il l'a été aussi dans les Grands Lacs du temps de la Libye, qui sont lancinantes et dont on a espoir que vont trouver une solution peut-être américaine ou peut-être africaine. Qu'en pensez-vous? How do you think? شكرا لإتاحة هذه الفرصة، شكرا لكل المتدخلين الذين تدخلوا قبلي. طبعا بالتأكيد الأمن والاستقرار في الساحل الأفريقي هو مسألة مهمة لكل الدول الأفريقية،
وأعتقد أن ازدياد الاهتمام بهذه القضية اليوم هو لأنها ارتبطت بشكل أو بآخر بدول الشمال. أعتقد أن المشكل اللي يحصل في أفريقيا مشكل ذو أبعاد داخلية وأبعاد خارجية. الأبعاد الداخلية جزء منها قضية الحوكمة، جزء منها قضية الديمقراطية، جزء منها قضية الفساد. هناك قضايا إكراهات داخلية، التنوع الثقافي مثل ما يحدث اليوم في قضية الأزواد اللي يريدون حقوق ثقافية، وجزء منها هي عوامل خارجية. العوامل الخارجية هي التدخلات، حجم التدخلات الدولية في أفريقيا. للأسف أفريقيا اليوم هي ملعب لساحات الصراع وملعب لتجربة حتى أنواع السلاح الأوروبي والأمريكي في الساحة الأفريقية. للأسف الدم الذي يراق هو الدم الأفريقي، والذي يراق والذي يقسم هو أفريقيا، والذي يشتت هو أفريقيا، والذي يضعف اليوم هو أفريقيا. ليبيا على سبيل المثال تدخل العالم فيما عرف حماية المدنيين في 2011. كان هناك أسرع قرار على مستوى الأمم المتحدة، أسرع قرار مجلس الأمن في أقل من شهر تم وضع ليبيا تحت البند السابع، تم ضرب ليبيا من التدخل الدولي وقوات الناتو. حصل التغيير في ليبيا بعد 2011. الذين تدخلوا باسم حماية المدنيين في ليبيا والذين ما يسمى بالمجموعة الدولية أو مجموعة أصدقاء ليبيا تركوا ليبيا تغرق في الفوضى وتغرق في الفساد وتغرق في انتشار السلاح والمجموعات المسلحة. والأمر الذي جعل السكان خاصة في بنغازي وفي درنا وفي سبها يستنجدون بالضباط العسكريين القدامى، وكان أبرزهم المشير حفتر، وطلبوا منه، ذهبوا له إلى البيت وطلبوا منه أن يقوم بالدفاع عن المواطنين، لأن كانت في بنغازي لعلمكم اللي أنا جيت منها اليوم كانت الرايات السود، كانت رايات داعش ترفرف على كل المدن، تم تدمير الجامعات والمستشفيات والكباري، لم يتركوا أي شيء، دمروا كل شيء. للأسف هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وحاولوا ما يسموه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكانت تقطع الرؤوس. أحد الطلبة في كلية الطب في جامعة درنا طلب أن لا يتم فصل البنين عن البنات، فعندما جاءوا لليوم التالي للدراسة وجدوا رأس هذا الطالب الذي طلب بعدم فصل البنات على الشباب، وجدوا رأسه موجود أمام الكلية. هناك أحداث دراماتيكية، هناك أحداث مؤلمة، أحداث مفزعة. لا يوجد بيت في ليبيا إلا وعاش حالة ألم وحزن، وبالتالي نحن اليوم نرتبط بالقوات المسلحة لأنها كان لها الدور الأساسي والمفصلي في محاربة الإرهاب وفي أن تحتكر الدولة السلاح، لأن ليبيا قوية. هذا سيؤثر على دول الساحل الأفريقي وسيعمل على ضبط ستكون دول الساحل قوية وفاعلة، وأعتقد حجم التدخلات والتجاذبات. والنقطة الملاحظة الأخيرة، أنا للأسف أن الأزمات الأفريقية كلها تعالج في خارج أفريقيا، وبالتالي آن الأوان لأن تلعب أفريقيا دور أساسي ودور محوري، كما حل الروانديون مشاكلهم 800 ألف ضحايا لاقتتال الهوتو والتوتسي فيما عرف بالكجاجة، كما حل الجنوب أفريقيون المشكلة، كما حل الأوغنديون المشكلة. نعتقد أن الأفارقة قادرين على إيجاد وصناعة حلول ناجزة من أجل أفريقيا جديدة، أفريقيا قوية، أفريقيا فاعلة بدون فوضى سلاح، وألا يجب أن تحرم البندقية والاقتتال الداخلي. معركة أفريقيا هي معركة التنمية ومعركة التعليم. شكرا لك. Thank you. Alors, je vais donner la parole à Amin Awad pour qu'il nous partage son analyse. Amin Awad nous vient et préside la fondation pour le Centre international de Genève pour la sécurité, secteur gouvernance. Mr. Amin Awad. Thank you, sir. Good evening, everybody, to my colleague in the panel. The Great Lake and the Sahel are very important region, as we all know. The Sahel and the Great Lakes are two regions that whose futures will determine Africa's long-term stability and prosperity.
on the one hand. On the other, we know all well that the great demographic, cultural, economic potential of these regions are great. And yes, still challenges are multiplying in the context of global disorder and general impunity. But there are sets of challenges, but also a set of opportunities. Maybe I'll talk about the opportunities first and then touch on the challenges. The great opportunities with strong food systems, raw materials. These regions can become innovation heartland of the continent, to say the least. The unlock of that future will need nature-based solutions, good governance, of course, and strategic investment by all. Scalable industry in the Sahel is not only a question of funding. It is also depends on the security, human security, food security, and energy, reforestation, agricultural innovation are not the humanitarian science project. These need to be treated as important and also be put in a system of a competitive industries capable of employing millions of people in these two regions. Regulating rather than policing informal mining and logging can really redirect revenues away from conflict economies toward state and community development. Regional alliances can strengthen the markets and unlock cross-border resource corridors throughout the two regions. What are the challenges? I think across the region, climate stress affecting food production and weak governance also accelerating environment, degradation and insecurity for millions of people. Wars, conflict, and stress can also affect a vast number or sector of the population. In the Great Lakes, conflict economies around cobalt, gold, and timber are sustaining armed groups and undermining the state and the authority. The region is also not immune from growing great power rivalries. Growing foreign interest in Africa continent becomes increasingly an issue rather than really good-hearted investments. And also fragile peace agreements, including the June 25 Rwanda DRC agreement, risk being eroded without really transparent, community-centered economic and governance and sustained political buy-in from all government and population. Without local ownership, I think, and without mutual respect for sovereignty by all, for Africa and African countries, whatever region we're talking about, here we're talking about these specific regions, that will always be our dilemma and our challenge. And I think efforts will be eroded over time if we don't stick to these principles. Thank you very much. Merci, Amin Awad. Nous avons avec nous Général Sidi Ahmed Eli Mohamed Zenaghi, qui nous vient de Mauritanie et qui est secrétaire exécutif du G5 Sahel. Donc, Général a été au cœur ces dernières années de la problématique sécuritaire au Sahel. Et donc, votre analyse est très attendue sur la phase actuelle que nous sommes en train de vivre au Sahel. Et puis, c'est toujours intéressant s'il y a une perspective, un lien entre les Grands Lacs peut-être, ou pas d'ailleurs, avec le Sahel en termes de dissemblance ou de ressemblance dans l'analyse ou dans la compréhension des complexités de ces deux crises. Merci bien. Bon, le Sahel, je commencerai d'abord par une image qui n'est pas celle qui est communément répandue. Et le Sahel, c'est cette bande de terre qui va de l'océan Atlantique à la mer Rouge et qui est le berceau des grands fleuves d'Afrique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, commencer par le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le Chari et le fleuve Nil. Et ça, ce sont les grands fleuves du Sahel. Et c'est aussi le berceau de tous les grands empires qui se sont créés en Afrique, en partant de l'empire almoravide, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire du Soso. Tous les grands empires, c'est le berceau des civilisations et c'est le berceau des empires. C'est aussi, malheureusement, devenu une ligne de fracture en Afrique. Une ligne de fracture que les colons, d'ailleurs, ont appelée l'Afrique du 16e parallèle en leur temps.
Cette ligne de fracture, c'est la ligne de rencontre du désert et de la savane, c'est le lieu de rencontre des nomades et des sédentaires, c'est le lieu de rencontre des noirs et des blancs, c'est le lieu de rencontre de l'islam et du paganisme, des païens. Donc c'est un lieu de brassage, de rencontre. Et ce brassage et cette rencontre n'ont pas toujours donné des malheurs. Ils ont donné des empires, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais parfois aussi, ça a créé un chaos. À quoi on assiste? Actuellement, en partant, la colonisation a créé des États, comme partout ailleurs, à la règle, en traçant les frontières sans tenir compte des ethnies, ni des civilisations, ni de la culture, ni de la langue. Et il y a eu des paradoxes. Il y a eu des rébellions récurrentes dans le Sahel. Tous les pays du Sahel ont presque, depuis leur indépendance, connu des rébellions. Et elles ont été gérées tant bien que mal, jusqu'à ce début du XXIe siècle. Bon, vous savez tous avec moi que les débuts des siècles n'ont pas toujours été toujours calmes ni tranquilles, ce n'est pas des fleuves qui dorment. Tous les débuts des siècles, il y a eu des secousses et un peu partout dans le monde. Ce XXIe siècle a commencé au Sahel aussi par des secousses, car vous n'êtes pas sans savoir que la guerre qui se faisait en Afghanistan contre l'Union soviétique et les combattants musulmans, les combattants arabes, après cette guerre, sont revenus dans leur pays et ont créé aussi des mouvements de rébellion, créé des mouvements. Et ceci a beaucoup impacté l'Afrique du Nord particulièrement. Parce qu'il y a eu beaucoup de revenants armés, spécialistes de la guerre qui sont là. Mais ils étaient contenus et à un certain moment particulièrement, je vous parle, mon pays est l'un des premiers à être attaqué par les terroristes. Déjà en 2005, on a commencé à être attaqué et on a été attaqué jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011, on a réussi à arrêter la déferlante. Malheureusement, et comme ça a été dit tout à l'heure, avec la déconfiture de l'État libyen, les attaques contre la Libye, la déstructuration de l'État libyen, le pillage des magasins libyens, le renvoi des combattants qui étaient en Libye, beaucoup de combattants sont descendus dans le Sahel avec armes et bagages. Et déjà, ils se sont mélangés au mouvement terroriste qui se trouvait et ils ont presque semé le chaos dans tous les pays, et particulièrement au Mali, parce que le Nord Mali a été occupé jusqu'en 2012 par un conglomérat de mouvements de libération et de mouvements terroristes. N'eût été l'intervention française, le Mali aurait été détruit dans son ensemble et peut-être une autre partie du Sahel. Beaucoup d'initiatives, je serai un peu rapide, beaucoup d'initiatives ont été prises, aussi bien sur le plan international que sur le plan régional, que sur le plan national. Au plan national, les pays ont entrepris des efforts. Au plan régional, il y a eu la création du G5 Sahel que je dirige peut-être jusqu'à présent. Et il y a eu aussi des initiatives africaines, de la CEDEAO et autres. Mais toutes ces initiatives, malheureusement, ont échoué. Il y a eu la MINUSMA, qui est une réaction des Nations Unies. Toutes ces initiatives n'ont pas apporté la paix et la sécurité que les peuples attendaient. C'est pourquoi il y a eu un changement une série de changements anticonstitutionnels au Mali, et ce changement anticonstitutionnel a fait des émules dans la région, particulièrement au Niger et au Burkina Faso. Et on est aujourd'hui dans une situation... Je vous laisse conclure parce que... Oui, d'accord. Donc, vous me laissez conclure. La réaction de la communauté internationale et de l'Afrique en particulier a servi à radicaliser ces régimes qui ont constitué un noyau dur dans le Sahel central actuellement, presque isolé, et qui utilisent les milices Wagner, les milices Africa Corps, et qui est en relation avec la Russie et avec les pays qui n'étaient pas ses partenaires traditionnels. Malheureusement, ça n'a pas diminué la menace. La menace avance, elle s'intensifie, les populations souffrent de plus en plus. Et personnellement, pour ne pas être assez long, je crois que la solution sera africaine, avec l'aide internationale, elle sera régionale ou ne sera pas. Et le Sahel, c'est le cœur battant de l'Afrique. Si la solution n'est pas trouvée au niveau du Sahel, c'est toute l'Afrique, aussi bien au nord qu'au sud du Sahel, qui en pâtira dans les prochains mois. Je vois que
on anticipe la deuxième phase de la réflexion, hein, les solutions, mais on reviendra. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous notre général Seyfoulaye Sow, qui nous vient du Sénégal. Général Seyfoulaye a une expérience très intéressante parce qu'il a conçu la riposte antiterroriste du Sénégal et puis connaît aussi le terrain malien puisqu'il a dirigé les troupes de l'ONU à Gao. Général Sow. Donc, je vais me situer, comme vous l'avez dit, dans votre dernière partie de votre introduction, dans la perspective de solution. En fait, de proposer des solutions. C'est très bien parce qu'on... Le Sahel, comme vous le savez, c'est une bande de terre avec beaucoup d'États, avec des superficies très vastes. Quand on prend le Congo, c'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Le Mali, 1 million, je pense 750 000. Donc, c'est trop vaste. Et malheureusement, pour moi, la cause principale, c'est la faiblesse des pouvoirs étatiques qui n'ont pas réussi à assurer le rôle basique d'un État, c'est-à-dire la sécurité des populations et de leurs biens. Et à partir de ce moment, toutes les crises embryonnaires qu'on a eues ont essaimé en des crises majeures qui font qu'aujourd'hui, c'est devenu une bande d'insécurité que vivent toutes les populations. Maintenant, la perspective de solution que nous proposons, c'est d'abord de faire de faire le tri, de savoir qui est qui et qui fait quoi. Et ça, c'est très facile, parce qu'on a plusieurs groupes armés, des milices, des groupes armés, des milices privées, en tout cas beaucoup de noyaux structurels qui participent à l'insécurité dans cette région. D'abord, il faut partir d'un principe militaire très simple pour pouvoir faire le tri, savoir qui fait quoi et qui est qui, en partant de ce qu'on appelle la menace. C'est quoi une menace pour nous militaires? Pour les militaires, la menace obéit à 3 facteurs, au-delà de toutes les définitions qu'on peut entendre, que ce soit une définition sociologique, épistémologique, stratégique, géopolitique. C'est 3 facteurs. Quand ces 3 facteurs sont réunis, on peut parler de menace. C'est d'abord un acteur qui a une intention et qui a des capacités de nuisance. Partant de là, on peut serrer tous les groupes armés. Quand je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, dans sa partie est, nous avons dans le Nord Kivu à peu près une vingtaine de milices privées ou de groupes armés. Donc, mais c'est ahurissant. Il faut qu'on sache tous ces groupes armés-là, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on essaie de déterminer d'abord les acteurs, c'est-à-dire les combattants, quelles sont leurs intentions et quelles sont leurs capacités de nuisance. Et à partir de là, on peut essayer de les cantonner avec l'aide de la communauté internationale et surtout des structures régionales et sous-régionales, notamment la CEDEAO, en Afrique centrale, la SADC, voilà, pour essayer de constituer une force pour permettre à ces groupes armés de les cantonner dans des structures bien déterminées pour pouvoir faire leur identification avant la résolution du problème. Je pense que ça, c'est la première étape à régler avant de faire quoi que ce soit. Parce que les causes sont multiples et nombreuses. Et ça commence à trop durer, surtout pour certaines régions. Moi, je pense que j'étais au Congo, j'étais capitaine. Et jusqu'à pour jeter l'insécurité dans cette partie. C'est ce que je voulais dire. Merci, Général. Après cette vision très pragmatique de terrain, nous avons la chance d'avoir le regard d'un chercheur. Nous avons Anaïs Gomati qui est avec nous, directeur de recherche à SADC Institute. Vous avez la parole, Anas El Gomati. Thank you so much, Osman. So I will start by saying, when people ask me, as a Libyan, what are you doing on a panel? This happens every year because I've been on a panel about the Great Lakes and the Sahel, and they say, what is a Libyan doing talking about Congo and these places very, very far away? And I always tell them, privately, I say, you know Las Vegas? You know what they say about Las Vegas? They say what happens in Vegas stays in Vegas. The Sahel is not Vegas. What happens in the Sahel doesn't stay in the Sahel. It travels north.
You will find it in Libya or in Sudan by the afternoon. And so when you look at these places, and I think we've heard some great perspectives, you think of the region and you say, you know, DRC, minerals, and you think Mali, Tuareg on the move, and you say Sudan, you think of gold. You know, you look at all these different crises and we talk about them separately. They're not separate crises. They are one interlinked, not just zone and geography, because you can see the geography on the map over here. It's very far away. But they are one supply chain. So when you think of where things start, let's just look at southern Libya. The weapons that move in from southern Libya into Darfur, they also see, in Sudan, they also see gold go the other way. You know, when you think of the amount of money that is being made from this kind of trafficking of gold routes, you know, that fund groups not only in Sudan, but they also fund groups in Chad and the Central African Republic. When you move forward and you think of the same militias that, and our colleagues have mentioned Libya in 2011 several times, there was money and there was weapons and there was people on the move in these areas. So, you know, this is the main problem, and the same foreign actors are present in each one. You have European actors, you have regional rivals. They are present in all of these different conflicts because they understand something that I think is an old way of looking at it. 19th century colonial borders, no one respects them. Smugglers respect those borders because they know where they are and they know the price of goods on each side of the border. But these conflicts don't respect borders. And people that are fleeing are not going to care about borders. So these crises are interlinked, and I think when we look at it that way, we don't think of 5 different crises, we think of one economic or political economic supply chain. And that's just the first point. When we think of the foreign interventions that we've seen in the region, and I'm glad that we had people from the G5 speaking about this, you look at those interventions, and you can start earlier. You can look at 2011 in Libya, and we all know the failure there. We look at Operation Barkhane and Serval, Nusma in Mali. Why are they all failing? Because they try to fix the violence without touching the political economy. In a panel yesterday, this was said, and it was such an important point. When the wars start in Libya or the wars start in the DRC or in Congo, why is it that the minerals, or even in Sudan, the minerals, the gold, the oil, that keeps flowing? That keeps flowing even when the conflicts are there. So these are really important points to remember. You can't stabilize the Sahel if Sudan is burning, if Libya is collapsing. And I'll leave you on this final point. The next time a foreign entity like the EU or the UN comes and says, oh, let's give you some stability, keep your eye on your gold and keep your eye on the sky, because they're going to be the ones dropping the weapons and stealing your gold. So I'll leave it at that. There you go. Thank you, Anas El Gomati. Alors, on a un peu anticipé la deuxième phase, mais j'aimerais rapidement, parce que c'est important, avant peut-être de donner la parole à la salle, de refaire un tour de table pour voir comment on en sort. Est-ce que vous avez des propositions, des perspectives? On a la chance d'avoir une expertise diversifiée, variée, de terrain, qui a une compréhension, une expérience à nul autre pareil de ces crises. Donc, Excellence, je recommence par vous. Quelles propositions? Comment sortir de cette crise, notamment au Sahel? Bon, merci bien, M. Ndiaye, c'est une grande colle, comment s'en sortir. Mais ce que moi je peux dire avec l'expérience que j'ai de plus de 20 missions de maintien de la paix avec les Nations Unies, et puis avec ce qui se passe actuellement et le cas du Congo sur lequel je travaille actuellement, avec cet accord de Washington entre le Rwanda et la RDC et avec l'accord de Doha. En fait, c'est vrai qu'il faut rappeler que ce n'est pas seulement les Américains qui le conduisent ou les Qataris. Il y a aussi l'Union africaine et puis il y a le président du Togo qui est l'envoyé spécial de l'Union africaine là-dessus. Alors, si vous prenez ce conflit, cet accord de Washington que vous pouvez consulter sur Internet, en fait, en quoi il est original et en quoi il diffère
de toutes les tentatives africaines de régler ce problème. Parce que ce problème du Congo, moi je me rappelle à mes débuts dans les missions de maintien de la paix, j'ai travaillé dans ce pays en tant que chef du DDR, et finalement ce problème continue. Il y a plus de 30 ans maintenant. Et du président Trump qui dit qu'il nous faut un système gagnant-gagnant entre les deux protagonistes qui sont le Rwanda et la RDC. Ça c'est un, et je crois qu'il y a un volet économique. Un volet économique où il faut aller vers des projets, qui profitent aux deux pays et aussi d'essayer de contenir la menace qui est contenue dans chacun des États avec la neutralisation des groupes armés qui cherchent à déstabiliser les voisins. Ça, c'est pour ces pays, disons, le cas du Congo. Et très rapidement, pour le cas du Sahel, dans nos pays tels que le mien, le Mali et tous ces pays, moi, je crois qu'il faudrait regarder une situation qui est là et qui fait qu'on vit. On ne pense pas, et ça c'est ma conviction, que l'Afrique ne peut se développer qu'à travers des projets structurants où tout le monde est gagnant. Je prends un des exemples, c'est l'exemple du port de Dakhla, qui est une initiative marocaine très intéressante pour ces pays sahéliens. Ils n'ont pas de débouchés, et voilà qu'il y a un projet à la dimension africaine ou régionale qui va permettre à ces pays de bénéficier d'une sortie de l'Atlantique. C'est quand même important. La même chose que le gazoduc qui va quitter le Nigeria, qui va côtoyer toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut des projets structurants de ce genre. On ne pourra jamais résoudre les problèmes africains dans l'isolement ou à travers des micro-États qui chacun se cherche. Il faut penser à cette interaction, à ces échanges, à ces projets structurants. Et aussi, il faut qu'au niveau de chacun de nos États, on améliore la vraie source de nos problèmes, qui pour moi, c'est la question de gouvernance. Tant qu'on n'a pas une gouvernance vertueuse dans nos États, nous n'allons jamais nous en sortir. On n'est pas pauvre. On n'est pas pauvre, je m'excuse et je conclue par rapport à ça. Je vous laisse conclure. Dans ce genre d'exercice, il faut réfléchir et parler à la fois. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il va falloir que nous fassions notre autocritique et voir qu'est-ce que nous, Africains, on peut faire pour nous en sortir, développer la coopération régionale, arrêter de déstabiliser les voisins par le truchement des mouvements armés et essayer de faire en sorte que la paix profite à tout le monde et que les richesses aussi profitent à tout le monde dans une globalisation et en négociant bien avec nos partenaires occidentaux qui eux aussi doivent revoir leur copie par rapport à leur coopération. Merci. Merci, Excellence Ould Zahabi. Je reprends dans le même sens son Excellence Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de Centrafrique. Quelle proposition, quelle perspective? Oui, je vous remercie. Je voudrais emprunter l'image qu'a évoquée un de mes frères ici même, le premier jour de cette conférence. Il a dit que lorsque vous prenez la carte des richesses en Afrique et que vous la superposez à la carte des conflits, c'est l'empreinte exacte de la carte des richesses qui se retrouve sur la carte des conflits. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. La richesse, dans un monde de rareté, entraîne des conflits. Je ne vois pas d'autre solution que celle que j'ai déjà donnée auparavant.
Il faut que, comme en 1961, 1962, quand des chefs d'État, leaders, qui ont un leadership visionnaire de l'Afrique, se sont réunis à Casablanca, à 300 km d'ici, pour lancer l'organisation de l'Union africaine, il faut que les pays qui ont de la vision, les pays leaders en matière diplomatique en Afrique, qui ont un poids, n'est-ce pas, se réunissent pour prendre à bras le corps le problème des crises endogènes en Afrique. Et je pense que cela est possible. Cela est possible. Si nous attendons que ce soit toujours les puissances extérieures, toujours les Nations Unies qui viennent régler des problèmes à l'intérieur des États ou entre des États dans une sous-région, je pense que nous acceptons donc de nous abonner à la durée des conflits. Et il faut que la carte des richesses en Afrique, lorsqu'on la superpose sur le continent, ressemble à la carte des prospérités et des zones de prospérité et de coprospérité. Parce que le général Saïfoulaï parlait de l'absence d'État, mais les États vont se structurer lorsqu'ils auront des moyens. Et donc, si nous avons la carte des richesses qui s'imprime sur la carte des conflits et remplace les conflits, les pays auront les ressources pour créer des formes de co-développement, de coprospérité, de co-zones de souveraineté renforcée, et ce sera ça qui sauvera l'Afrique. Je pense que s'il y a un message à transmettre à la jeune génération par rapport à cela, c'est que c'est possible d'y arriver. Parce que tout est politique, tout part de la volonté politique et tout progresse par la volonté politique. Et il faut que ces États-là s'impliquent. J'ai cité le Maroc, j'ai cité l'Égypte, j'ai cité, malgré sa situation, la RD Congo, je peux citer le Kenya, l'Éthiopie, je peux citer l'Angola, je peux citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Si tous ces grands pays africains, grands exportateurs de matières premières, puissance régionale, n'arrivent pas à faire en sorte que les pays frères en Afrique puissent espérer à la paix, mais pourquoi vous voulez demander à l'extérieur de l'Afrique, à la communauté internationale, de faire le travail que nos propres frères ne peuvent pas faire pour leurs congénères? C'est ça la question. Donc, il faut qu'on commence à compter sur nos propres forces. Et compter sur nos propres forces, c'est compter sur les premiers de la classe pour donner des cours de répétition à d'autres pour que nous arrivions à la paix. Son Excellence Léonarchi Okitundu. Oui, je dois rappeler que l'origine, la genèse du conflit, c'est l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cette agression viole de manière caractérisée le droit international. Aucun pays n'est autorisé à violer l'intégrité territoriale de l'autre. C'est ça la Charte des Nations Unies. Donc sur ce plan, il n'y a aucune explication valable pour justifier cette agression. Or, c'est ce que nous vivons actuellement. Concernant ce qu'a dit un des intervenants tout à l'heure, l'accord de Washington, comme celui de Doha, participe de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous rappelle que la résolution 2773 a été adoptée à l'unanimité du Conseil. Et dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que cette résolution a valeur contraignante. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment mettre en œuvre cette résolution. C'est toute la problématique, parce que comme vous savez, le Conseil de sécurité n'a pas un organe d'exécution de ces décisions. C'est pour cette raison, finalement, que l'Afrique... Il y a une mission de l'ONU, hein, je souligne, au Congo. Oui, tout à fait. Une des plus grandes au monde, d'ailleurs. Et voilà, mais c'est une mission dont, qui quand même pose certains problèmes, parce qu'ils sont là pour protéger les civils et pour, quelque part, appuyer le gouvernement de la République. Mais la mission des Nations Unies ne participe pas au combat, par exemple, pour ramener la paix. Donc, c'est toute la controverse qu'il y a autour de cette mission. Donc ici, l'accord de Washington, comme celui de Doha, comme j'ai dit tout à l'heure, sont des bons offices qui sont offertes par les deux pays, à savoir le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Tout ça pour pouvoir mettre en œuvre la résolution. Alors, il y a trois protagonistes au conflit et qu'il faut bien comprendre.
Il y a la République démocratique du Congo qui est victime de cette agression. Il y a le Rwanda qui est le pays agresseur, qui a procédé à l'agression de deux manières. D'abord, indirectement, en armant un mouvement local pour occuper une partie du territoire au profit du Rwanda. Et puis ensuite, les troupes rwandaises ont franchi clairement les frontières de la République démocratique du Congo pour occuper les deux autres provinces. C'est ça la question. Donc, les conditions constitutives d'une agression sont réunies par l'attitude du Rwanda. Alors maintenant, qu'est dit cette résolution? C'est que le Rwanda retire ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo et arrête tout appui au mouvement armé qui actuellement participe à l'occupation du territoire. À ces groupes armés, on a demandé de se retirer des zones qu'il occupe et puis ensuite de démanteler toutes les structures parallèles qu'il a installées. Et à la République démocratique du Congo, il lui appartient de faire en sorte que le territoire congolais ne soit pas une base arrière pour des mouvements qui porteraient atteinte à l'intégrité territoriale du Rwanda. C'est toute la question aujourd'hui. Donc l'intervention des Américains, tout comme l'émir du Qatar, c'est pour faire en sorte que cette résolution soit réellement appliquée et que les obligations qui sont imposées aux trois protagonistes soient exécutées. Merci, Monsieur le Ministre. Mohamed Amin Hawad, une réaction ou des propositions? Monsieur Amin Hawad. Thank you. Very interesting discussion, important issues. I think the challenges are mounting. And I think really there are three issues here. As I said, there are challenges, but there are opportunities. I think one of the most important issues for us are the sovereignty, independence from foreign interventions, scrimmages and war, pitting one country against the other, one group, robbing population of their future, of their stability. It doesn't happen by chance that the continent is in conflict. If we look central, east, west, and I think the solution should come from within, as some of you also have mentioned. There should be clear roadmaps. Things should be sorted out, and we should always look at the resources that the Sahel or the Great Lake region or others have, enough to really allow these countries to stand on their feet and be a very active participant in its own affairs in the continent and globally. Thank you. Docteur Abdul Hadi Lahouij, peut-être une réaction aux propositions ou des propositions de votre part? شكرا مرة أخرى لإتاحة الفرصة. أنا أضم صوتي لزميلي من أفريقيا الوسطى الذي قال أن أفريقيا هي مليئة بالثروات ولكنها فقيرة جدا ومجزأة ومقسمة. أعتقد أن مرة أخرى أن التدخلات الدولية والتدخلات الإقليمية هي التي تعطل الحلول لأفريقيا، وما يسمى بالمجتمع الدولي هو يستخدم فزاعة هذه الأزمات من أجل إطالة الأزمات ومن أجل أن تعيش هذه المجتمعات في حلقة مفرغة من الفقر ويتم استغلال ثرواتها. للأسف أنا لست من أنصار نظرية المؤامرة، ولكن للأسف الواقع هو كذلك. على سبيل المثال أعطي مثال واضح على ما يحدث في بلادي. منذ 2011 إلى الآن هناك 10 مبعوثين دوليين تابعين للأمم المتحدة. كل المبعوثين الدوليين تناوبوا، الألماني، الأسباني، السنغالي، كانوا يمثلون كلهم الأمم المتحدة، لم يستطيعوا إلى حد هذا اليوم إنجاز حل عادل ومستدام للأزمة الليبية. لماذا؟ لأنه لا توجد إرادة دولية لحل الأزمة. هناك إرادة لإدارة الأزمة وليس لحلحلة وحل الأزمة. عندما اتفق الليبيون الذين كانوا يتقاتلون مع بعضهم البعض في 2019 جلسوا معا وشكلوا حكومة واحدة، وحكومة ذهبوا بها لمجلس النواب وأخذت الثقة من مجلس النواب. قامت المبعوثة الدولية وقالت لا، أن التصويت لم يكن صحيحا. أعيد بعد يومين مرة أخرى أمام العالم وأمام الكاميرات
وعد أصوات أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا الحكومة، وكان تصويت صحيح ونزيه وتحصلت على الثقة. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يعترف بهذه الحكومة، وجاء بحكومة عبر الباراشوت، حكومة جاءت باتفاق دولي خارج الانتخابات. المجموعة التي اختارت الحكومة الجديدة هي مجموعة غير منتخبة، ومع ذلك سلمنا بها لأننا نريد سلام، لأن السلام يصنعه الشجعان، نريد حل منجز للأزمة الليبية. ولكن النتيجة أن الأزمة ما زال تراوح مكانها. لا تزال الحكومة التي منتهية الصلاحية والتي تغتصب السلطة اليوم تصرف الميزانيات خارج مجلس النواب. والمفارقة العجيبة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن يعترف بمجلس النواب باعتباره جسما شرعيا منتخبا وحيدا، ولا يعترف بالحكومة المنتخبة التي اختارها مجلس النواب. وبالتالي هناك خداع فيما يسمى بالمجتمع الدولي. وحتى محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية للأسف تستخدم كأداة ضد الأفارقة. لم أسمع في تاريخ محكمة الجنايات الدولية يوما محاكمة خارج أغلبها أو 90% أو 99% لليبيا. اليوم من اليومين السابقين كان عندنا تنازع بين حكومتنا المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب الليبي وحكومة طرابلس التي أرادت أن تكون محكمة الجنايات الدولية هي صاحبة الولاية على الأمر في ليبيا. طبعا هذا أمر خارج القانون، لأن سلطة القضاء واحدة ليست مجزأة، وبالتالي نحن وصدرت أحكام من القضاء المستقل، وللأسف ما يسمى بالمجتمع الدولي لا يعترف بهذه الأحكام. أضيف كلمة لزميلي أنس اللي ذكرها، هي الآن تدخل من أجل فض النزاع وحماية المدنيين في إقليم دارفور. لأن هذه المهمة نجحت في الاتحاد الأفريقي، عطلت من ما يسمى بالمجتمع الدولي وتم إيقاف التمويل عليها، وبعد ذلك أصبحت قوات هجين بدل أن كانت قوات الاتحاد الأفريقي، وهذا عطل الحل في أزمة دارفور اللي ما زلنا نعيش أصداءها الآن. وبالتالي أعتقد أن على الأفارقة أن يعولوا على أنفسهم، وأفريقيا عليها أن تعيد إعادة إنتاج نفسها. طبعا المشاكل الداخلية الحوكمة والديمقراطية هي مسائل مهمة جدا، ولكن أيضا حجم التدخلات يعني لابد أن نعمل معا. واللي يتكلم على روسيا صحيح، ولكن روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا كلها في سلة واحدة. شكرا لكم. Merci. Général Mohamed Zenaghi du G5 Sahel. Quelles propositions, avez-vous des propositions, ou qu'est-ce que vous pensez des propositions formulées? Bon, s'il y avait des propositions, elles auraient déjà été faites depuis très longtemps. Nous avons des constats tout simplement à faire dans cette région, dans notre Afrique, dans notre belle Afrique. Je constate que les richesses naturelles ne constituent pas en elles-mêmes une richesse véritable. Les richesses naturelles sans la valeur humaine, sans l'éducation des hommes, sans le partage équitable, sans la loi, constituent plutôt une source de conflit et une source de guerre. Deuxième constat que j'ai fait, et particulièrement au Sahel, les États dont nous avons hérité sont des États fortement centralisés. Nos pays sont des conglomérats de civilisation, des conglomérats de peuplades, des conglomérats d'ethnies, des conglomérats de régions. Et je crois que l'État dont nous avons hérité est fortement centralisé. L'État jacobin ne convient pas à l'Afrique. Pourquoi les pays anglophones en Afrique s'en sortent mieux aujourd'hui que les pays francophones? C'est tout simplement parce que leur culture de décentralisation a permis nos pays resteront en guerre et même risquent de se disloquer, parce que nous avons vu le cas du Soudan. Il s'est déjà divisé, mais il ne finit pas de se diviser. Il se redivise encore. Et le risque est très fort pour d'autres pays du Sahel en particulier, et pourquoi pas de l'Afrique centrale, du Congo et autres.
le risque de division, le risque de démembrement est énorme. Il faut décentraliser, il faut responsabiliser les populations locales, il faut qu'elles gèrent leurs problèmes, il faut respecter la spécificité de chaque peuple, de chaque ethnie, de chaque région, sinon on ne s'en sortira pas. Merci. Merci, Général Znagui. Général Saïfoulaye Sow, vous avez commencé par formuler une proposition notamment stratégique, militaire, ce que je comprends. Vous êtes militaire, mais pour aller plus loin, comment formuler cette réponse militaire, cette proposition militaire que vous faites, avec ce qui a été dit notamment, c'est-à-dire la réponse, les autres types de réponses économiques, sociales, géopolitiques. Comment voyez-vous cette articulation? Merci beaucoup. En tout cas, je souscris entièrement à ce qu'a dit le Premier ministre Martin Ziguélé, le ministre Ould Sid Mohamed et le ministre et le général de la Mauritanie. Mais la gouvernance doit reposer sur des piliers structurels, le pilier politique, le pilier économique, le pilier social et le pilier sécuritaire. Donc, nous devons accepter de faire le toilettage de tous nos piliers. Et le pilier le plus déterminant parmi ces piliers, c'est le pilier sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut que nos institutions militaires fonctionnent correctement. Tant que nos armées ne fonctionnent pas comme des institutions, c'est-à-dire des structures d'interaction entre la sphère politique qui commande, qui donne les moyens, qui fixe les missions et qui oriente, et les armées qui s'occupent exclusivement de la sécurisation des populations et de leurs biens ainsi que de l'intégrité territoriale. Maintenant, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Nos armées, la plupart de nos armées ne fonctionnent pas comme des institutions. Et tant qu'une armée ne fonctionne pas comme une institution, mais c'est la porte ouverte à tous les désordres. Et dès lors, le rôle régalien de l'État n'est pas rempli. Parce que le rôle premier d'un État, tant que les armées ne fonctionnent pas normalement, elles ne peuvent pas assurer la sécurisation des populations qui font qu'aujourd'hui, le chaos règne dans la bande du Sahel. Je pense que c'est de façon étagée, c'est la deuxième proposition que je formule pour ça. Articuler sécurité avec les autres réponses, nous dit le général Saïfoulaye Sow du Sénégal. Anaïs El Gomati, avant de passer la parole à la salle, ou ceux qui ont des contributions ou des questions. Anaïs. Merci, Osman. So, I think from the outset, what we have to know is that wars survive not because of ideology. They survive because of economies, too. And that is the reality of a lot of the smuggling and trading that is taking place out of the region that we've been discussing. So, and I'm not going to take credit for a thought that I didn't have. This was said yesterday in our panel in the afternoon about green tech and about the resource loss that is happening. It's like you grow your crops in this continent, sell them to Europe, then buy them back. But when we speak about the smuggling trade of diamonds, of gold, of cobalt, of coltan, of oil, we never speak about the other side, the buyer. It's almost like you want to slap a child for stealing a cookie for a biscuit, but you don't talk about the bakery supplying him. It's the bakery that's giving him the biscuits. You know, so we should treat the smuggling of oil, of these precious resources, minerals, diamonds, cobalt, coltan, you name it, we should be treating it like blood diamonds. There is no space for them. If you see a trafficker or a smuggler going across the border with a couple of kilos of gold, that's the weakest link. Look at the refinery, look at the buyer, the end buyer and end supplier. The second and most important, I think, because we are addressing a security issue, so many of the panelists, I agree with them in principle, have said, yes, we need to cooperate, we need solutions here in the continent. Why don't they cooperate? Start with a framework, have a regional compact that links Niger, Chad, Sudan, Libya. You could do that tomorrow if you wanted to. There is no political will in the continent, so the foreigners, and I will say that European powers and the UN will take over those frameworks, and they will not help you unless you build an architecture that rivals it.
So I've gotten to the point of sitting there saying, I'm done complaining about what the West or Europe or the UN is going to do about it. If we're not replacing those systems, those infrastructures ourselves, we can't complain when the situation gets worse. So we have to start thinking differently and treating it differently and stop dealing with the symptoms, the violence that happens on the ground, and start dealing with the political economy. And I think the third and final point is we forget that when these conflicts are over, I believe statistically it's 3 years or 4 years, they get so local that you have to change the way you treat them. Local grievances now start. It's not national anymore, it's local. Local smuggling starts, so you have a local economy around it. And then third and finally, local survival networks. You stop relying on the police and the army. You start relying on the strongest guy or group or mafia or cartel in their neighborhood. So if you're going to have any solutions, and it can't be a one solution fix for so many different places, you can thread them together, but if you're going to have any solution, you should start with the local level. And I'll leave you with one way of thinking around it. When you start seeing these numbers that are put out by foreign ministries or by the UN or by USAID or formerly USAID or the FCO in the UK or wherever else, and they say we gave 100 million or we gave $1 billion to Africa, we gave 100 million to Libya. 100 million to an NGO that goes to another NGO and subcontracts. Give $1 million to a guy in a village on the border between Libya and Sudan. See how much impact they could do with that. Oversee it, see how they spend it. Make sure they're not stealing it, but give directly. If you give it to these NGOs, you're paying for private flights, you're paying for some research on the World Bank website that 7 people will read. That's a real anecdote. There was a $7 million piece of research on the World Bank, less than 7 people read it. That's what you're paying for. That's what all that aid money is going for. So when I say think local, also don't think stupid, think smart. So I'm going to leave it at that point. Thank you. Pensée locale, donc. Alors, ceux qui ont des questions ou des contributions, je vous prie de lever la main, de se présenter et de nous dire. Voilà. You have a question? Alors, il y a un micro. Il y a ici, mademoiselle, le micro est là. Est-ce qu'il y a le micro d'abord? Alors, ici, en face de moi d'abord. Est-ce que vous pouvez me mettre debout? C'est plus simple pour le micro. Présentez-vous et dites-nous votre Alors, propos. bonsoir, moi c'est Amina Mustafa Boukar, je suis nigérienne et je suis étudiante en études internationales et humanitaires ici au Maroc plutôt. Alors ma question c'est, il y a eu plusieurs propositions de solutions et ce que j'ai retenu jusque-là c'est que la bonne gouvernance est l'une des principales solutions qui doivent être réalisées pour parvenir à de meilleures solutions. Alors ma question c'est comment y arriver? Parce que lorsqu'on observe l'Afrique actuellement, on a l'impression que c'est une tendance et elle est souvent assimilée à la solution à nos problèmes. D'accord. Donc comment y arriver en fait? D'accord. On prend juste une question, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mains et s'il y a le temps, nous prenons votre deuxième question. Mademoiselle à gauche, à l'extrême gauche. Levez-vous, s'il vous plaît, comme ça facilite, parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent et je ne vois pas bien. Je vous remercie pour la parole. Je m'aimerais Je rappelle ce qu'il a eu à dire en février dernier. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2773 par rapport à cette situation, mais jusque-là, il n'y a toujours pas d'évolution sur terrain. Est-ce que nous pouvons considérer, je peux le dire ainsi, cette résolution comme inefficace parce que presque 2 mois écoulés, mais nous ne voyons pas une solution par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain. Ma dernière question. Non, une seule question, s'il vous plaît, parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, c'est une grande question. Est-ce que vous pouvez passer le micro prochain, s'il vous plaît? Merci. S'il vous plaît, il faut qu'on respecte les règles, sinon on ne s'en sort pas.
La question de mademoiselle au milieu qui avait levé la main avant. J'imagine que mademoiselle de la RDC, votre question s'adresse à Léonard Chioutoundou particulièrement. Mademoiselle, présentation, puis une seule question. Well, my name is Shayma Tahiri. I'm a law student of Abdul Malik University in Tangier. Yes. So my question is, why they do that, especially to Africa? Like they will see something else, but I just want to know the African's point of view. Yeah, that's it. Thank Ok. you. Bon, deux questions qu'on peut mettre ensemble. Que faire? Grande question. Monsieur qui était derrière, qui a levé la main depuis tout à l'heure. Bon, je vais prendre 5 questions, ceux qui veulent répondre, et après on essaiera de faire un autre tour. Oui. D'accord. Alors, moi, je réponds au nom de Sanyo Mohamed. Je suis gérant d'un bureau d'études et justement, je suis spécialiste de la coopération au développement. C'est-à-dire que j'évolue dans ces domaines-là. Et je suis ravi, justement, je tiens à remercier les intervenants, je suis ravi de pouvoir les rencontrer. Alors moi, je vais plutôt aller sur cette géostratégie et politique qui sévissent du genre au niveau du Sahel et où nous avons eu des interventions plus pointues et le Grand Lac. Et j'aimerais m'adresser plus à l'ancien ministre malien qui a été dans la rébellion et qui aujourd'hui, voilà, il évolue dans tout ce qui est, disons, des missions de paix des Nations Unies dans ces pays-là. Alors ma question est justement, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que les efforts des Nations Unies deviennent de moins en moins impactants sur la résolution des questions de paix partout dans le monde entier? Merci pour votre question. Donc, une question pour Léonard Chioutoundou, une question pour le ministre Zahabi et une question ouverte. Alors, dernière question, avant de vous laisser répondre, mademoiselle qui est juste en face de moi. Good evening. My name is Lyric Delima, and I am an international student studying at UM5 Faculty of Sciences Juridiques, and I'm studying international and humanitarian studies. Throughout the panel, it was often mentioned that there is a call for enforced cooperation within the region. Mm-hmm. And that there is a need to replace the international frameworks that have been imposed or have been accepted within the region that are not that are no longer working. My question is, why is it that when we speak about those African solutions to African problems and African countries do decide to take the radical change, such as the case of the AES, why is the response from the region, from neighboring countries, often resistance rather than the willingness to collaborate and see those changes actually go through and give it an opportunity to actually work? Thank you. Alors, je laisse d'abord ceux qui ont été interpellés directement répondre, puis je vous laisse les autres répondre à la question générale. Je commence par le ministre Zahabi parce que je crois qu'il faut qu'on le libère avant Léonard Chioutoundou. La question de monsieur. Voilà, merci bien. Je m'excuse, moi je dois courir pour ne pas rater l'avion. Et la question sur les Nations Unies. Je crois que mon frère a posé une très bonne question. Personnellement, effectivement, je fais partie des premiers mouvements dans le nord du Mali. Après, on a fait la paix, et puis il n'y avait pas de mission, il n'y avait rien. On a fait un accord de paix qui a tenu pendant 20 ans. Mais après, bon, ça a repris encore avec l'éclatement de la Libye. Mais ce que je voudrais dire par rapport à l'ONU, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai travaillé après 22 ans à l'ONU. Donc, je suis un retraité des Nations Unies actuellement. Et la réflexion que mon frère pose sur l'efficacité des Nations Unies, je crois que c'est un débat qui est aussi au sein de l'organisation elle-même, parce que nous avons vu qu'il y a une multitude de missions de maintien de la paix, et avant, le simple drapeau de l'ONU était respecté sur le terrain. Aujourd'hui, l'ONU a perdu cette crédibilité malheureusement, parce que les populations... Ce qui est arrivé au Mali, la radicalisation de la junte qui a pris le pouvoir,
ce n'est qu'un résultat des frustrations de toutes ces missions qui n'ont rien donné. Des interventions de Serval, des interventions de Takuba. Les gens ne comprennent pas, avec tout cet armement, tous ces avions, plus de 15 000 hommes, on ne peut pas venir à bout de quelques terroristes qui sont 2 000 ou 3 000. Donc le Malien ordinaire vous dit, mais à quoi ça sert tout ça? Alors finalement, les gens ont dit, écoutez, on n'en veut plus, et maintenant on veut compter sur nous-mêmes. Bon, c'est une autre solution, une autre paire de manches, avec d'autres alliés. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ONU, il faut des réformes à l'ONU. Parce que l'ONU a été, je l'ai dit ici parce qu'il n'y a que des intellectuels, l'ONU en réalité, c'était un modèle qui était le modèle de maintenir la paix, des équilibres politiques après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945. Et quand vous regardez les mécanismes, c'était désigné exactement sur les 5 victorieux qui ont le droit du droit de veto. Maintenant, l'humanité a évolué, l'Afrique réclame un siège permanent, etc., etc. C'est une longue histoire. Donc pour moi, ces missions, pour qu'elles puissent avoir l'impact que les gens attendent, c'est qu'actuellement, elles sont dessinées pour maintenir la paix. Mais quand il n'y a pas de paix à maintenir, il est difficile à l'ONU de jouer son rôle. Elle ne peut pas être une structure de guerre qui va combattre à la place des armées des États. Donc, tant qu'on ne reformule pas tout ça pour voir exactement ce qu'il faut, on ne pourra pas s'en sortir. C'est une grande réflexion qui est à l'ordre du jour et que beaucoup de pays posent maintenant actuellement aux Nations Unies. Et sur ce, je vous remercie, excusez-moi, et permettez-moi de faire une entorse à la courtoisie. Je vais demander la route à notre ami et au panel. Merci. On vous donne la route. Bonne route, monsieur le ministre Zahabi, ancien ministre des Affaires étrangères du Mali. Merci et bon voyage. Bon retour. Alors, la question de mademoiselle sur la RDC, donc je pense naturellement à Léonard Chioutoundou qui a été interpellé. Oui, c'est une question pertinente. Je crois que j'ai fait allusion, n'est-ce pas, à l'efficacité des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Effectivement, la résolution a été adoptée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, cette résolution, et à l'unanimité, tous les membres du Conseil de sécurité ont voté cette résolution-là. Et elle a valeur contraignante. Simplement, ces obligations qui ont été imposées aux 3 protagonistes doivent s'exécuter avec responsabilité et de bonne foi. Mais le Conseil de sécurité dispose des moyens pour imposer. C'est-à-dire, éventuellement, ils peuvent donner des avertissements, menacer de prendre des sanctions, ou alors, ce qui est une solution extrême, il y a aussi un mécanisme qui est prévu pour qu'il y ait même une intervention militaire. Mais ça, comme vous savez, le Conseil de sécurité est un organe plutôt politique et diplomatique. Et là, pour prendre des décisions, il faut des arrangements de marchandage au sein du Conseil selon les rapports de force qui existent au sein du Conseil de sécurité. Donc, il ne faut pas espérer. C'est pour cette raison que, finalement, le Qatar est venu dans le jeu. C'est-à-dire le Qatar dispose de bonnes relations avec le Rwanda et le Qatar a l'intention d'investir en République démocratique du Congo. Il y a énormément d'opportunités. Alors, le Qatar voudrait ramener ces 2 protagonistes au conflit à un accord qui puisse permettre à ce qu'on parle plutôt économie plutôt que de la guerre. Et puis enfin, il y a un deuxième larron, c'était les États-Unis. Les États-Unis aussi, je ne pense pas du tout que vous savez très bien l'histoire du président actuel des États-Unis. Je crois qu'il n'a jamais aimé l'Afrique. Donc il ne vient pas en République démocratique du Congo parce qu'il aime les beaux yeux des Congolais, mais tout simplement parce qu'il est intéressé. Premièrement, il voudrait la paix pour permettre aux entreprises américaines de venir exploiter les richesses dont regorgent les 2 provinces actuellement qui sont occupées par le Rwanda. Et puis l'exploitation de ces richesses se fait artisanalement avec un manque à gagner terrible
pour la République démocratique du Congo et pour les intérêts des pays limitrophes, effectivement, notamment le pays agresseur, qui profite de cette situation d'anarchie pour pouvoir s'enrichir au détriment de la République démocratique du Congo. L'autre condition aussi, c'est les États-Unis sont en même temps membres permanents du Conseil de sécurité, donc ils ont voté la résolution, donc ils ont intérêt à ce que cette résolution puisse s'appliquer. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui impliqués dans ce sens. Donc ce qui est en train de se faire maintenant entre le Qatar et les États-Unis, c'est comment mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité en faisant exécuter les obligations imposées par cette résolution aux 3 protagonistes au conflit pour qu'enfin, finalement, on trouve une solution. Et espérons que la rencontre qui aura lieu la semaine prochaine entre les 3 chefs d'État, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi, le président Kagame et le président Trump, puisse aboutir à la signature de cet accord. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est un accord qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci, Monsieur le ministre Léonard Chiutundu. Alors, les 3 dernières questions se recoupent un peu. Il y a la question de mademoiselle du Niger sur que faire, donc propositions et actions concrètes, qui rejoint la question de mademoiselle, est-ce que l'AES est une bonne réponse, parce qu'on a parlé de réponses africaines. Est-ce que l'AES est ce type de réponse? Et qui rejoint la question aussi, la proposition concrète. Alors, qui veut répondre? Je vois qu'Anaïs El Gomati, vous levez la main. Vous voulez répondre aux 2 questions ou plutôt sur laquelle? I want to answer the young lady's question very briefly. Yes. African problems are regional. African politics are national. No African government today, and I would challenge anyone, sitting or not sitting, is willing to give up at this much. You can see this much, that much, even less, that much of their sovereignty to any international organization because, number one, they don't trust each other. They're still arguing over borders that were written in the 1800s, that if you crack them open, the British Empire might fall out, or the French Empire might fall out. They're that old. They're still fighting over those borders. And the arrangements around smuggling is profitable to too many people. It's profitable to the smugglers, to the elites in those countries that make money from digging it up and selling it and sending it overseas, and to the foreign nationals themselves. So this slogan of African solutions to African problems, it's easy. The implementation costs too much money. Merci. Docteur Larouige du Centre d'études diplomatiques de Libye. فيما يخص قضية الحوكمة، يعني مهم جدا أن تكون هناك حوكمة على المستوى الوطني وعلى مستوى القارة الأفريقية، ولكن أعتقد ما لم تكن هناك حوكمة على المستوى الدولي ويعاد الاعتبار ويعاد صياغة ميثاق سان فرانسيسكو 24 أكتوبر 1945 الذي صاغه المنتصرون، اتفاق مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووجود دول 5 فقط دائمة العضوية هي التي من يتحكم في مصير العالم. أعتقد ما لم يوجد في إطار الحوكمة العالمية، ما لم يتم تعديل هذا الميزان، وما لم يكن هنالك مقعد لأفريقيا في مجلس الأمن يكون لها دور في الخارطة الجيوسياسية، لن نستطيع أن ننجز حلولا لأفريقيا، لأن حجم التدخلات الدولية وحجم الشركات العابرة للقارات وحجم المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لن تنجز حل إلا بالأولويات التي يراها الغرب أو تراها الولايات المتحدة. نحن عندما نقول ذلك لسنا في حالة عداوة مع أمريكا وعداوة مع المجتمع الدولي. نحن نريد إرساء دعائم سلام واستقرار، ولكن يكون هناك توازن في العلاقات الدولية، وأن تكون الدولة صغيرها وكبيرها على قدم المساواة. وأعتقد أن أيضا إعادة تفعيل مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، أعتقد أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب تقوية مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، لأن أفريقيا هي المتضرر، وهي التي تفقد الدماء، وهي التي تفقد الثروات، وهي التي كل يوم تتقسم، وهي للأسف السوق الرائجة للشركات اللي تنتج في السلاح. لماذا إذا كان المجتمع الدولي صادق، لماذا لا يفرض عقوبات على الشركات اللي تروج في السلاح وتبيع في السلاح لأفريقيا؟ من هو المستفيد من استمرار الأزمات في أفريقيا؟ بصراحة هي شركة. احنا نجامل في بعضنا البعض ونتحدث وحقوق إنسان وشرعية دولية إلى آخره، ولكن للأسف هي شرعية القوي تجاه الضعيف، واحنا ما زلنا في الألفية الثالثة.
يجب أن يكون لنا دور في الخارطة الجيوسياسية على قدم المساواة مع مختلف دول العالم. Thank you, شكرا. docteur. Alors, je propose, je vois que le général Znaghi veut répondre, puis le premier Ziguele rapidement, parce qu'il ne nous reste que 6 petites minutes. Bon, je vais essayer de répondre grosso modo aux deux dernières questions, c'est-à-dire quoi faire et puis l'AES. Quoi faire? Bon, le leitmotiv, c'est la bonne gouvernance, mais la gouvernance, bonne gouvernance, ça englobe beaucoup de choses. Pour moi, il y a la gouvernance structurelle et il y a la gouvernance comportementale. D'abord, il faut qu'il y ait la gouvernance enseignement, leur propre justice. Ainsi, le gouvernement central peut s'adonner à ce qui est commun aux régions, ou bien aux ethnies, ou bien aux différents fragments de la nation. La gouvernance comportementale, maintenant, peut s'appliquer. C'est la gouvernance des individus. Nous devons avoir des dirigeants vertueux, nous devons avoir des gens respectueux de la chose publique, respectueux de la loi, respectueux des élections. Il faut que les élections soient transparentes, il faut que la distribution des richesses soit effective. C'est ça ce que j'appelle la gouvernance comportementale. Bon, ceci concernant la première question. Pour la deuxième question, l'AES. L'AES est un groupement d'États tout à fait normal comme tous les autres, mais je remarque que l'AES n'est que la réplique de ce qu'était le G5. C'était une photocopie, une petite photocopie de ce qu'était le G5. Alors pourquoi quitter le G5 pour faire l'AES alors que le G5 avait des partenaires et l'AES n'a pas de partenaires? Est-ce que ce n'est pas lié au fait que le G5 Sahel regroupe que les pays du Sahel, l'AES regroupe que les pays du Sahel, alors que le G5 Sahel avait la France dedans au départ, si je me rappelle? Je crois que le G5 Sahel, avec beaucoup plus de moyens financiers, politiques et militaires que l'AES, qui en fait est resté au niveau des déclarations. Moi, je suis bien de la région, je sais ce qu'il en est. Depuis la déclaration de l'AES, il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de concret. On essaye de dupliquer exactement les règles, ce que faisait les G5, sans pour autant l'exécuter et sans l'appliquer. On fait des forums, on fait des rencontres, on fait des déclarations, on prête un avion par là, on prête quelque chose par là, mais en réalité, sans emprise réelle sur la situation d'insécurité et de gouvernance de la région. Merci. Merci, Général. Alors, le Premier ministre Ziguele et puis son Excellence qui veut réagir. Oui, merci. Non, je ne parlerai pas de l'AES parce que je voudrais parler plutôt de la gouvernance. Lorsque vous avez mon âge, vous vous rappelez qu'en 1961, ou 1960 même, la première mission des Nations Unies de maintien de la paix, c'était en République démocratique du Congo. Ça s'appelait à l'époque le Congo-Léopoldville. 64 ans après, il y a encore une mission de maintien de la paix au Congo. Ça interpelle. Ça interpelle. C'est pour ça que je voudrais très modestement emprunter l'exigence d'autocritique dont on a parlé un de mes prédécesseurs. Un frère qui m'a précédé ici a parlé d'autocritique. Je pense que cette dimension-là est importante dans notre démarche. Et pour permettre l'autocritique, il faut libérer l'expression. Lorsque vous regardez l'histoire de toutes les nations aujourd'hui qui sont debout, elles ont connu des phases difficiles, puis des phases d'ouverture, de constitution de forces politiques et sociales qui ont porté des visions qui sont devenues majoritaires et qui ont fait en sorte que ces pays-là soient debout aujourd'hui. C'est le processus historique. On ne peut pas faire l'économie de la construction des forces politiques et sociales par rapport à des opinions. La première fois où je suis arrivé au Maroc, j'avais 24 ans, et je venais ici pour faire mon stage de fin d'études. C'était à Casablanca, dans une compagnie d'assurance. Monsieur le ministre Ziguele, je ne veux pas vous couper. Non, et je finis là-dessus. Une minute, et je veux faire réagir son Excellence. Et nous avons vu que le leadership marocain a favorisé l'expression des forces politiques. La constitution de majorités qui ont mis en œuvre des politiques qui ont été renversées par d'autres majorités. Et dans ce mouvement perpétuel, vous arrivez à quelque chose d'équilibré et qui fait que la gouvernance s'améliore avec le devoir de réduction. Je m'arrête là, mais on ne peut pas faire de miracle. Il faut qu'il y ait l'expression politique
Alors merci, pour arriver merci Monsieur le à ministre améliorer la Ziguélé. Il y a eu une question sur l'AES comme forme de réponse et je vois que son Excellence l'ambassadeur est avec nous et voudrait dire, je vous en prie Excellence, rapidement parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Monsieur le ministre, pardon. Merci bien. Je voudrais tout juste dire, pour commencer, hein, quand on ne connaît pas, il faut se taire. L'AES n'a rien à voir avec le G5 Sahel. Vous savez pourquoi? Le G5 Sahel, c'est un bébé français. Et c'est financé par la France. La première des choses que nous avons décidé à l'AES, c'est que nous sommes autosuffisants. C'est nous qui finançons. Nous ne cherchons pas, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas demandé un seul franc à quelqu'un. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous avons fait partie de toutes les bases françaises et les bases étrangères. Il n'y a aucune base étrangère aujourd'hui dans l'AES. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous avons nationalisé toutes nos ressources. Avant, ce n'était pas le cas. La France, tout le monde sait ce que la France a fait au Niger. Aujourd'hui, au Niger, il n'y a que la pollution, il n'y a que la radiation. La France est une puissance nucléaire. Nous avons repris notre uranium, nous avons repris la main sur toutes nos ressources. Il n'y a aucune organisation intra-africaine qui a fait autant que l'AES en ENA. C'est faux. Nous sommes le 12, nous allons lancer notre banque d'investissement qui sera dédiée au financement de tous les projets structurants. Nous avons aujourd'hui, au sein de l'AES, nous avons un passeport, nous avons une hymne, nous avons ceci, nous avons posé des actions qui sont là, qui montrent que nous sommes en train de récupérer la souveraineté et la dignité du peuple africain. Son Excellence, Monsieur le ministre, c'est ça la force débat. Je vous propose de poursuivre le débat tout à l'heure. Malheureusement, nous n'avons pas le temps parce qu'il y a la cérémonie de clôture. Nous n'avons pas le temps. C'est 00 minutes. Donc, je ne peux pas. Donc, oui, je suis obligé de lever la séance. Merci. Et je vous invite à poursuivre le débat parce que c'est dans le désaccord aussi que naissent les solutions. Merci.